Bonjour, aujourd'hui on est avec Joss, avec un C, Ouais, avec un C. J-O-C-E. De toute façon j'écrirai Ouais. sur la vidéo, je sais pas, je mettrai un screen. Donc en scale, enfin moi je te connais par le scale, par Twitter, Mm. mais apparemment tu fais d'autres trucs, c'est ce que tu me disais juste avant qu'on lance le Le podcast. podcast. Mais on s'est dit tu vas te présenter Ouais. devant tout le monde, donc vas-y, je te lance direct carrément. Ouais, ça marche, pas de souci. Ouais. Plaisir d'être là. Plaisir partagé. Du coup, ouais, j'ai l'activité sur Twitter. Donc Ouais. ça, c'est vraiment... Là, je vais sortir mon programme de coaching dans pas très longtemps, dans 2 semaines. Mhm. Et à côté de ça, du coup, j'avais une agence. En fait, c'est ça la base. Agence agence de service Google YouTube Ads. Mhm. On taffe France. Et là, on est en train de développer le Moyen-Orient. Parce que du coup, j'ai mon associé qui est libanais. Ouais. Et on avait ouvert les US pendant un moment, mais là, on a fermé parce que on n'a pas forcément de clients Ok. pour l'instant. On préfère focus sur Ok. le Moyen-Orient. Mais t'as commencé quand? T'as commencé par quoi? Et quand t'as commencé par l'agence de Google Ads? Non, avant ça, en business, tu parles? Ouais, enfin oui, carrément, bah Ouais. ouais, carrément, encore mieux. En gros, le business, moi, j'ai commencé en freelance, en closer, un peu comme vous deux, commencé par la vente, quoi, Ouais, la grande porte. normal. Et freelance, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, closer low ticket, après closer high ticket. Ouais, Et en fait, pendant que j'étais à Berkeley, je me suis dit, ouais, mec, faut que tu fasses un truc pour voir si l'entrepreneuriat c'est fait pour toi, tu vois. ouais, J'ai lancé une première agence, j'ai fait quelques milliers d'euros en 5 mois. ouais. Après, j'ai fait une pause pendant 3 mois, j'ai une autre agence de service de mise en relation, d'apport Ok. d'affaires. Et mon associé, lui, il sortait de Publicis, et il arrêtait son taf, et je me suis dit, moi j'en avais marre de l'autre agence. Et en fait, concordance des temps, c'était le moment parfait pour lancer l'agence. Ok, quoi. ok, trop bien. Et quand t'étais closer, attends, juste pour expliquer, closer, c'est quand déjà tu valides les ventes. Ouais, C'est quand, c'est ça. enfin, t'es la dernière chaîne du maillon pour finir Ouais. le tunnel de vente. Low ticket, high ticket, ça dépend juste en fait du chiffre d'affaires généré par vente, c'est ça en fait. C'est Ouais, souvent c'est comme ça dans les c'est le entreprises. ticket que tu prends. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est juste pour, tu vois, le Situer lexique. Ouais, tu vois. Mais c'est marrant parce qu'en plus, tu sais, dans un podcast, on parlait de ça. On disait que souvent, pour commencer l'entrepreneuriat, apporteur d'affaires, c'était un peu la meilleure porte. Tu vois, c'est ce que tu disais. Donc, closer, apporteur d'affaires, toutes ces portes-là. Parce que ça te permet de tester un peu ton indépendance. Ouais. Et en plus, ça te permet de générer du revenu assez rapidement et, Ouais. entre guillemets, facilement. Même si c'est pas facile, c'est plus facile que de monter une agence pour générer ses premiers revenus, je veux dire, tu vois. Mais, ok. Et ton agence, quand tu as commencé à la lancer, c'est-à-dire que tu t'es direct mis dans le Google Ads, où tu avais déjà un pied dedans, tu savais où tu as appris sur le Avant taf. Hein. la première agence, en fait, j'ai commencé parce que j'ai acheté une formation. La Ok. fameuse, celle d'Iman Gadi, je pense qu'il Ouais. y en a pas mal qui connaissent. Et c'était un peu le bordel, je visais les SaaS, mais je faisais du 360, je n'étais pas niché. Mhm. Et puis petit à petit, je pensais un peu comme tout le monde, tu vois, t'apprends que tu dois te nicher plus ou moins dans un service, voir ce qui marche pour toi et tout. Donc ouais, c'était un peu le crash test, tu vois, genre traverser du désert. Ouais. Et après, la seconde agence, mon associé, lui, il est vraiment, c'est un expert, tu vois, en Google YouTube Ads, du coup, la question, elle se posait même pas. Ah ouais, ok. Et ça s'est fait naturellement comme ça, quoi. Ok. Et la prospection, vous allez prospecter à froid ou vous avez aussi des trucs pour avoir de l'entrant? Alors, nous, pour l'instant, cette agence-là, on a 0 présence organique, 0 site web, rien du tout. On a Bah fait oui, comme des c'est pour ça, bourrins, je vois prospects. pas, Ouais. Ok. Mais là, du coup, on s'est dit, là, on a pas mal scalé sur le dernier mois. Mhm. On a passé sur les 2 derniers mois, passé la barre des 10K, on s'approche de la barre des 20. Ok, bien. Et du coup, là, on va commencer à mettre d'autres piliers en place, tu vois. Parce que la prospection à froid, on a perdu quelques deals sur mais on vous trouve nulle part, vous êtes qui, vous faites quoi, c'est quoi votre histoire. Du coup, on s'est dit, bon, c'est bien de faire les minimalismes, mais au bout d'un moment, il faut mettre un peu de structure. Ouais, c'est vrai. Je pense, ça, là, ce truc de pas avoir d'agence, pas avoir de truc, c'est bien quand t'as déjà un nom, tu sais. Quand les gens savent qui t'es ou quand t'as une personnalité publique, mais c'est vrai que c'est compliqué sinon de pas avoir de présence. Vous avez perdu beaucoup de deals comme ça à cause de ça On en a perdu 2,5. Il y en a un, je pense que c'était pas pour ça. Ouais. Et parce qu'on était en concurrence avec Kudak. Donc je pense qu'il y avait Kudak, t'as tout ce qu'il faut pour une agence. Et de l'autre côté, t'as. Mais ouais, non, on en a perdu 2. Mais juste 2, ça suffit, tu vois. Parce que 2, en fait, tu prends. Pour situer un peu, ça peut être entre 3 et 10 000 euros de chiffre d'affaires en plus. Ouais, mensuel. Ouais, en plus, tu vois. C'est pas juste du one shot dans ce genre de service, tu vois. Ok. Et ce truc de scale sur Twitter, c'est un truc que tu fais à côté parce que là j'aimerais comprendre en fait qu'est-ce que ça vient faire là-dedans. C'est venu moi j'ai eu un peu le syndrome de l'imposteur, je me formais énormément parce que je pensais qu'il fallait être prêt partout pour pouvoir faire du business. Et du coup plein de bouquins, plein de podcasts, plein d'événements networking, tout ce que tu veux. Et pendant que j'étais à Berkeley, en fait, je commençais à aider. J'avais même pas de business, je commençais à aider des gens qui avaient eux-mêmes des business. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, en fait, j'ai presque un meilleur niveau que ces gens-là.
Et c'est ces gens-là, certains de mes potes que j'ai aidés dans le business, ils m'ont dit, mec, je te jure, tu devrais commencer à créer du contenu, genre tu peux apporter de la valeur, tu vois. Et moi, je me disais, mais personne va être intéressé, j'ai pas assez le niveau et tout. Et en fait, quand j'ai commencé le business, je me suis dit, ouais, moi, je vais commencer cette activité, tu vois. Ouais. Je commençais avec le format Better Call Joss. Donc, pour les auditeurs, c'est juste 30 minutes de call, tu viens avec ta problématique. Moi, je te réponds à ta problématique si je peux. Et le but, c'était de base, moi, valider pour voir si je peux apporter de la valeur. Et aussi, moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un de dispo sans avoir acheté de formation et tout gratuitement. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce format là quoi. Et c'est gratuit l'école, je savais même pas. C'est totalement gratuit, je prends rien du tout. Ok. Je demande juste un petit tweet de promo à la fin, bon, je pense que c'est honnête, tu vois. Ouais, ça va, franchement ça vaut le coup quoi. C'est stylé. Et mais ça c'est marrant ce que tu dises de syndrome de l'imposteur, parce que je pense que beaucoup de gens, j'en ai parlé avec un pote il y a pas longtemps, tu vois, qui voulait se lancer sur Twitter, qui disait exactement pareil, tu vois. Il disait ouais mais qu'est-ce que j'apporte aux gens et tout. Mais en fait faut aussi savoir que sur Twitter tu peux expertiser n'importe quelle expertise. C'est-à-dire que juste le truc où t'es bon, t'en parles, t'apportes forcément de la valeur à des gens tellement tu reach du monde quoi. Il y aura toujours quelqu'un tu vois en dessous de toi qui a besoin, enfin toi t'as toujours fait plus que quelqu'un d'autre. Tu vois. Bah c'est ça, mais c'est qu'en fait souvent tu sais quand t'es à un level, tu te compares toujours à l'expertise qui est au-dessus de toi, tu vois. Tu te dis ouais mais tu vois je suis pas le meilleur, mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a des gens qui ont une moins bonne expertise, c'est trop dur en vrai d'avoir puis même quand t'évolues après c'est encore pire, enfin bref, la remise en question c'est essentiel. Ok, et maintenant ça évolue ça, parce que moi j'ai participé à une masterclass pour toi. Non mais c'est vrai, mais donc, est-ce qu'il y a un but derrière de ce truc de scale? Est-ce que tu veux le faire scale lui-même en fait Mais là ça devient vraiment deux entités, il y a l'agence d'un côté et le coaching. Et en fait, à force de faire des Better Call Joss, je me suis rendu compte, j'ai eu des bons retours, tu vois. Mais moi, je me suis dit, ok, je peux apporter de la valeur. J'ai aussi accompagné, bon, ça, j'en ai pas trop fait la promo, mais des personnes pendant un mois, 2 personnes en coaching plus approfondi. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je kiffe trop faire ça, tu vois, j'apporte de la valeur, je kiffe faire ça. On va pas se mentir, mais il y a aussi beaucoup d'escrocs, tu vois, au niveau du coaching, que ce soit sur Twitter et ailleurs. Et du coup, d'essayer un truc full valeur, très concret, très terre à terre. Et ouais, le but, c'est vraiment de le scaler. De faire entre du coaching et un peu créer une communauté un peu mastermind, tu vois. On va peut-être en parler, mais un projet qui est dans les tuyaux avec Quentin et toi et tout le monde pour réunir des créateurs. Mais parce qu'en fait, donner de la valeur, l'aspect communautaire, c'est aussi important que de donner de la valeur quand on commence le business. Quoi. Parce que ne pas avoir les connaissances, c'est quelque chose, mais c'est surtout un des gros problèmes pour les entrepreneurs, et notamment en ligne. C'est la solitude du créateur. Quoi. Ouais, c'est ça. Et puis le fait d'avoir personne déjà pour te dire ce qui va pas, d'avoir personne pour te donner une direction et d'être tout seul pour chercher les infos, tu vois. Alors, c'est toujours bien d'avoir soit un mentor ou même quelqu'un du même level juste pour te dire quand ça va pas. C'est vrai que la plupart, en vrai, sur Twitter, quand tu regardes, la plupart, ils font de l'entrepreneuriat solo, quoi. Et c'est ce qu'on en a déjà parlé, mais l'entrepreneuriat solo, je trouve, c'est un des trucs qui est hyper dur. Parce que quand t'es à deux, t'as toujours un mec. Même si vous êtes tu vois, tous les deux nuls, on va dire, parce qu'on commence, on est un peu mauvais quand on commence, tu vois, c'est normal. Mais il y a quand même ton pote qui est là pour te dire ça va, ça va pas, et toi qui est là pour dire, mais si t'es tout seul, c'est vraiment impossible. Et encore, mais moi je le vois, tu vois, on est à deux, mais du coup, mon associé, il est au Liban, il est encore au Moyen-Orient. Et ok, tu te fais des calls et tout ça, etc. Mais au jour le jour, tu t'assois sur le bureau, t'es tout seul, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais toi, ce que tu voudrais faire, c'est faire une communauté où vous pouvez, genre, par exemple, faire des calls, genre, je sais pas, un channel Discord où il y a des gens qui se connectent pour avoir une discussion aussi en même temps qu'ils travaillent. Tu vois, ouais, c'est ça, faire des salons un peu, ou même, why not, tu vas faire des trucs irréels si t'es dans les mêmes villes et tout. Ouais, carrément. Mais déjà, on va commencer avec une offre assez simple, et puis après, je pense que ça se développe assez facilement, tu vois. Ouais, je pense. Dans tous les cas, le secteur, je trouve, moi, du consulting, de l'éducation en général, je trouve que c'est une des meilleures bases, tu vois, pour créer un business. Parce que, en fait, tu peux amener partout après. Tu vois. Une fois que ça marche, tu peux... t'as toutes les directions que t'as pris et tu peux les prendre en fait. Tu peux ajouter plein de produits, tu peux le scaler verticalement, horizontalement, tu peux le diversifier pas mal. Et toi, quand tu dis scale et que tu as accompagné des gens, tu les accompagnes en consulting, tu leur donnes des conseils sur leur business ou sur un axe particulier de leur business ou comment ça se passe en fait? En gros, d'ailleurs, il y avait c'est Quentin, il m'a dit ouais, mais toi, Yanis, qui est un autre créateur, vous faites quoi? Et ça, je me suis dit ouais, faut que j'ai retravaillé sur le positionnement. Et en gros, moi, je prends ton business et je t'aide à passer le cap de 0 à 2000 €, donc la barre des 2K, 2K par mois. Et en te donnant tous les process, tout ce qui est prospection, tout ce qui est vente, tout ce qui est les trucs à mettre en place pour t'aider à scaler. Pourquoi 0 à 2000 €? Parce qu'en fait, le plus dur, et moi je l'ai vu dans l'agence, le plus dur, c'est de faire de 0 à 2K parce qu'en fait, tu te cherches, tu essaies de trouver ce qui marche pour toi, tu essaies de trouver ce qui fonctionne dans ton industrie, dans ton secteur.
Et après, de 2 à 10K, en fait, tu as juste à répliquer tout ce qui marche pour toi, ton système a plus de clients. Quoi. Juste à faire de la vente à plus grande échelle. Quoi. Ouais, c'est ça. Et après, 10-20K, c'est encore pareil. Et après, tu peux mettre d'autres process et grossir sur d'autres services et tout. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est assez facile. Mais c'est vrai que les premiers euros, c'est toujours les plus durs. Hein, parce que souvent, on voit un peu des gourous, tu vois. C'est comme ça aussi qu'on peut reconnaître un peu les mecs qui disent de la merde. Ceux qui t'annoncent direct en mode faire 10K, tu vois, des trucs comme ça. Les premiers euros, comme tu dis, c'est toujours les plus durs. Je trouve même que choper ses premiers clients, on va dire les 2 premiers clients ou 2-3 premiers clients, je trouve que c'est limite plus dur que d'arriver au 10K une fois que tu les as, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Bah en fait, ça rejoint grave ce que tu viens de dire. Désolé. Non, c'est clair, dans la confiance, dans la manière que tu délivres, dans la confiance, tout change en fait. Bah ouais, carrément. Mais ok, bah tu sais que là, même moi, je vois plus clair dans le truc, tu sais. Ouais, parce que scale, en fait, ça veut tout dire. Tu vois, tu peux, même un truc comme ce qu'on vient de dire, un truc de 10K, tu peux faire scale à 20, tu vois. Mais ok, scale sur les lancements, quoi. Ok. Et est-ce que ça, c'est ton expérience à Berkeley, parce que tu vois, t'en as parlé pas mal de fois là. Enfin, si tu peux revenir dessus, est-ce que ton expérience à Berkeley a fait que maintenant tu te mets dans l'entrepreneuriat, ou est-ce que tu étais déjà un peu dans ce mindset avant, tu vois ? Je tournais autour, mais encore une fois, en fait, je savais pas où commencer, quel business faire, etc., etc. Et du coup, pour situer, j'ai fait mon master en entrepreneuriat et aussi une partie en ingénierie à Berkeley, en Californie, plein dans le Silicon Valley. Et là-bas, ça m'a ouvert pas mal de trucs, de voir des mecs CKV1, mais c'était juste des bourrins, genre d'exécution, de mindset et tout ce que tu peux voir ailleurs, quoi. Et je me suis dit, ok, mec, il te reste genre 6 mois, faut que tu testes un truc. Et le premier semestre, j'ai un peu procrastiné, tu vois, essayé de trouver, chercher, tu sais, j'ai testé vente de PDF sur Etsy, après j'ai fait plein de petits trucs, mais sans pousser plus loin que genre 2-3 jours ou une semaine. Et je reviens en France aux vacances de Noël et je me dis, bon mec, la seule moyen de toi faut que tu aies de la pression, moi je marche qu'à la pression, tu vois, que ce soit en business, en sport ou tout ce que tu veux. Et j'ai acheté la formation à 1500 € et je me suis dit, là t'as 1500 €, tu peux pas genre switcher au bout de 2 semaines, tu vois. Ah ouais, ok, les grands moyens, quoi. Ouais, et donc Berkeley, la mentalité de Berkeley plus avoir ça fait que je me suis lancé, quoi. Parce que concrètement, on t'apprend quoi dans un truc d'entrepreneuriat, enfin dans des études d'entrepreneuriat? On t'apprend de l'administration, on t'apprend des organisations, on t'apprend... T'apprends surtout comment structurer, comment penser une boîte. Mais moi, ce que je trouve dommage et ce qui manque, c'est l'exécution derrière, tu vois. On t'apprend comment faire des beaux business plans, des bonnes équipes de finance, des bons design thinking, tu vois, ce qui s'appelle genre faire ton branding, comment rentrer dans le marché, comment structurer dans le marché. Mais c'est là où je me suis pris une claque, parce que moi je me suis dit, vas-y, c'est bon, j'ai fait Berkeley, une agence dans 3 mois, elle est à 10K, c'est les fameux 10K en 90 jours. Et ben en fait, t'arrives, tu te rends compte, ta première séquence email, elle pue la merde. Ton premier call de vente, tu te fais dessus parce qu'en fait, tu sais pas de quoi tu parles. Et il y a qu'un cours qui m'a vraiment servi, qui était bon dans l'exécution, c'était négociation. Tu vois. Ah putain, je l'avais en tête, parce que moi aussi c'est ça, mes études. Parce que négociation, en soi, c'est assez facile de ramener des clients, de les avoir en call. Mais là où il y a toujours la friction, tu vois, c'est le prix bien sûr. Que ce soit du côté client ou du côté vendeur. Ouais, c'est s'entendre en fait, sur un moment. Mais putain, ça c'est bien ce que tu dis. C'est pour ça tout à l'heure aussi que je disais au début, on est tous un peu nuls à chier, tu vois. Genre, c'est vrai, tu vois, ta première séquence d'email, elle est toujours pourrie. En plus, tu sais, souvent, comme tu as dit dans les études, je pensais qu'à Berkeley, tu vois, je pensais qu'il y avait des outils exécutifs quand même, tu vois. Mais du moins dans les études que j'ai fait perso, ils t'apprennent pas à créer une séquence d'email sur un logiciel qui est automatisé, etc. Donc tu le fais toi-même, tu te formes et en plus c'est nul, tu vois. Donc ouais, c'est horrible. C'est horrible, mais après c'est l'étape. D'un côté, je trouve ça pas plus mal parce que ok, quelqu'un t'apprend pas, mais tu te prends des murs et un jour tu te réveilles, je sais pas, 2, 3e, 4e mois et tu te dis ok, ça passe tout seul, tu vois. T'as plus la friction d'un seul coup, genre du jour au lendemain, tout disparaît un peu. Ouais, tu parles de la peur justement de ça, de faire de la merde, ou tu parles de... Ouais, je suis d'accord. De faire de la merde et en fait parce que t'es dans la difficulté, au moins t'apprends vraiment, tu vois. Ouais, c'est vrai que se prendre les murs comme ça, comme tu les appelles, dans la gueule, c'est aussi cette étape-là qui te permet de ne plus les sentir. À force d'en prendre plein, tu te rends compte que c'est juste l'apprentissage, quoi. C'est juste comme ça qu'il faut faire, et une fois que tu l'as, c'est bon, tu vois. Ouais. Et tu vois, moi j'ai vu l'inverse, parce que du coup Berkeley c'est vraiment plus orienté tout ce qui est start-up et tout. Et start-up, bon, les mecs, t'en as, c'est des brutes de business. Mais start-up, en fait, c'est comme si tu naissais dans une famille aisée, tu vois. Parce qu'on te donne déjà tous les business plans de fait, etc., etc. Et du coup, t'apprends pas vraiment, genre, l'exécution à la base, à l'essence même, tu vois, de l'exécution. Ok, ouais, t'apprends pas à créer l'idée, carrément, en fait. Tu peux apprendre à créer l'idée, mais en fait, on te donne déjà de l'argent. Alors que quand t'as pas d'argent, quand tu fais du bootstrap, tu vois, c'est comme si t'étais un peu protégé, en fait. Parce que tu vas avoir
je sais pas, genre comment t'appelles ça, des incubateurs qui vont te conseiller, tu vas avoir plus d'argent pour évoluer, du coup si tu brûles du cash, tu t'en fous, tu vois. Oui, et puis c'est toujours plus simple, tu vois. Ouais, alors que quand tu commences un business de service, déjà prendre les listes à 50 balles par mois, tu réfléchis. Ouais, c'est vrai en plus. Ça, c'est trop vrai, c'est trop vrai. Non, mais c'est vrai, même le premier call, c'est le fait de rien comprendre et tout. Ça, je trouve, moi, je trouve que c'est ce moment-là où tu te remets le plus en question parce que tu t'exposes à quelqu'un d'autre, tu vois. Genre, le premier call client, et c'est pour ça que souvent, la première étape que j'incite aux gens c'est parce qu'il y en a qui me demandent des petits conseils, des fois en DM. La première étape, je dis appelle des clients, tu vois. Teste, en fait. Teste ton service, parle-en. Et des fois, rien que toi, en parlant, tu te rends compte que ça va mal. Ou parfois, en analysant les retours, quand tu te rends compte qu'au bout de, je sais pas, une centaine de clients, tu as toujours plus ou moins le même retour où tu n'arrives pas à arriver jusqu'à la phase de chiffres ou de parler des chiffres, tu sais qu'il y a un problème, donc tu peux en remettre en cause. Donc c'est toujours trop bon, tu vois, d'exporter son service, en gros. De l'exposer. Faut tester, tu vois. Faut se mettre dehors, se mettre un peu à nu, entre guillemets. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais aussi, alors là, c'est ça, tout à l'heure, je t'en parlais, je voulais revenir parce que tu dis se mettre à nu, tu vois, ça fait prise de risque. Toi, t'es un peu un one life ou pas Ouais. Parce que tu sais de quoi je vais parler ou pas du combat de boxe dans l'appart haussmannien, là. Les fameux combats de boxe type Fight Club. Oui, non, mais ça, raconte-nous cette anecdote, elle est ouf. Ouais, j'ai eu des expériences de vie et tout, et j'ai toujours aimé avoir une certaine base, mais genre faire des trucs un peu à côté, genre un peu, je sais pas, intenses ou originaux, tu vois. Et notamment une histoire, je suis pas mal vraiment passionné par les sports de combat. Ouais. Et un soir, c'était dans une coloc, et il y avait une soirée de sport de combat un peu clandestine organisée. Et de base, je devais même pas combattre. Ah ouais? Ouais. Et je parlais avec mon meilleur pote de Colombie, on buvait un verre, etc. On regardait les gens combattre. Et d'un seul coup, le mec il me dit, ouais, vous voulez y aller? Et du coup, on est rentré, on s'est mis sur la gueule pendant 3 rounds. Et en fait, il n'y avait pas de ring, genre vraiment, le ring, c'était les gens. Et si t'arrivais sur le côté, genre les gens te repoussaient. Si tu peux m'envoyer, ou sinon je prendrai la photo sur ton Insta, je la mettrai dans le TSD parce qu'elle est ouf, je trouve, la photo en noir et blanc. Il y avait tout, il y avait DJ, photographe, tout était organisé. Mais c'était à Paris, ça? Non, c'était à Grenoble. C'est pour ça que j'ai dit un parc haussmannien, parce que c'était un parc de type haussmannien. Ok, j'imaginais direct à Paris, mais incroyable. Et c'est quoi parce que c'est avec ton meilleur pote en plus, tu t'es mis sur la gueule. Ouais, un de mes meilleurs potes, un très bon pote. C'est incroyable. Mais c'est là en fait où j'ai eu le déclic, parce que je me suis dit, quand tu fais des trucs, tu sais, tu te dis, je vais pas frapper mon meilleur pote parce que je l'aime et tout, mais en fait, c'est une manière de se prouver que tu peux lui faire confiance et que tu le respectes, tu vois. Ah, mais oui. Non, mais dans les sports de combat, c'est pas une vraie violence, tu vois. C'est une violence contrôlée. Tu sais, il n'y a pas eu de haine. T'sais, même si tu mets des gros coups, t'avais pas la haine contre lui en vrai, tu vois. Donc, c'est hyper beau. Mais incroyable. Mais c'est quoi le feeling que t'as quand tu te mets là-dedans en plein milieu de la foule parce que j'imagine ça devait gueuler, tu vois. Tu rentres, tu dis... si tu fais un combat 1v1, tu te dis, c'est pas grave, tu peux te prendre des coups, mais là, en fait, t'as un peu l'ego, tu sais, qui rentre en jeu. Ah, avec le pote, tu veux dire? Ou avec les gens autour? Avec les gens qui y a autour, oui, parce que tu sais, t'as d'autres potes que tu connais, tu sais, c'est dans ton école. Moi, du coup, c'est à Sciences Po. Carrément. Non, je peux le dire, parce que je peux plus me faire dégager. Je savais pas. C'est à Sciences Po, du coup, tout le monde, tu sais, c'est des petites promos de 200, du coup, tout le monde se connaît un peu et tout. Ouais. Et c'était plus ça, tu vois. Je me suis dit, là, tu peux pas te chier dessus. Mais en plus, c'est filmé, tu vois. Ouais, c'est filmé. En plus, tu vois. Et du coup, la petite victoire milieu du 3e round. Ça a fini du bon côté, tu vois. Ah ouais, mais il y a eu un KO ou il y a eu Non, il y a eu ils appelaient ça en anglais un knockdown, tu vois. Il a mis le genou vers terre. Ouais, il est tombé sur les fesses, on a dit ça sert à rien, faut arrêter. Déjà que c'est clandestin, tu vois, on va pas pousser non plus le vice trop loin. Ouais, non, mais c'est déjà ça, tu vois, rien que le fait de se lancer dedans dans le cercle, je pense, t'as eu un petit coup de pression quand même, t'as senti le rush, Ouais, le rush, tu vois, et te dire, mais en fait... à tout moment, toi, tu peux tomber par terre, tu vois. Ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Et juste de dire, tu sais, de l'adrénaline, de dire, c'est kiffant, tu vois, là, ce que je fais. Bah oui. Et plus le temps passe, et plus je me dis, je suis content de l'avoir fait, alors qu'au début, je me suis dit, tu fais juste ça pour l'ego et tout. Mais non, en fait, c'est vraiment ouais, bon, après, je pense, tu sais, il y a toujours une part d'ego dans un peu tout ce qu'on fait, tu vois. Donc, tu le fais aussi pour toi, donc forcément qu'il y a une part d'ego. C'est clair. Mais non, c'est une expérience trop bien vivre. Moi, je pense que t'as raison de penser que c'est positif, parce que c'est vraiment ouf. Puis la preuve, là, tu vois, t'en parles, et je pense que ça fait kiffer ce genre d'histoire. Et ça, c'était dans un thread que je l'avais vu, et c'était un thread qui parlait que d'expériences de vie comme ça que t'avais eu, en gros. Ouais, c'est ça, c'est les trucs un peu, je dirais pas forcément insane, tu vois, ou genre juste des trucs qui sont accessibles à tout le monde, en fait. Parce que moi, de base aussi, je viens de Normandie, pas forcément de famille. C'est juste accessible, tu vois, t'as juste à...
comme j'avais dit dans un commentaire, c'est une question de choix. Genre, qu'est-ce que tu décides de faire? Genre, je sais pas, aller faire une randonnée random, tu vois, dans une montagne. Décider de play à Berkeley, d'appliquer à Berkeley, alors que tu dis dans ta tête, ouais, je vais jamais y aller, tu vois. Et juste de temps en temps, c'est d'essayer de tester des trucs qui sortent un peu de ce que tu as l'habitude de faire. Et moi, c'est ce que j'appelle prendre de l'épaisseur, tu vois. T'as tes trucs principaux qui te définissent. Et après, t'as tout un tas de petits trucs que tu testes. Et parfois, tu vois, par exemple, comme les MMA, après, j'ai continué. Ça partait de ça? Ça partait plus ou moins de ça, ouais. C'est la première fois que je mettais. La seconde fois que je mettais les gants. Ah ouais. Ah, mais c'est ouf. Oh là là, ça devait être vraiment beau. Il y a une vidéo du combat ou pas? J'ai des extraits du combat, ouais. J'aimerais bien voir, peut-être pas les passer, je sais pas si t'es chaud. Ouais, je peux te les envoyer, pas de soucis. Je suis grave chaud de voir, parce que ça devait être vraiment un combat de vrais brutes, quoi. Genre. Ouais, c'était un peu un truc un peu de forain, pas trop technique. Normal, deuxième fois les gants, les mecs ils se mettent sur la gueule. Ah, c'est ouf. Non, je suis d'accord, j'aime bien ton expression, prendre de l'épaisseur. Je trouve ça définit bien, et j'aime aussi ce mindset, tu vois, de tester des trucs. Il faut pas... Enfin, toi, tu dis c'est pas des trucs insane, non, mais c'est des trucs qui t'ont marqué toi. Tu vois, c'est ton histoire, c'est très bien. Mais je trouve que c'est cool d'avoir des petits points d'ancrage dans sa vie, de moments marquants. Et ces moments marquants, faut se les créer, tu vois. Et c'est en faisant ce genre de truc, genre où tu te dis, il y a pas de chance, mais d'un côté, ça coûte rien d'essayer, tu vois. Donc, genre, pareil... oui, c'est ça. Genre, toi, quand t'as postulé à Berkeley, t'avais rien à perdre en soi. Tu l'as juste fait, hop, c'est passé, tant mieux, tu vois. Ça passait pas, tu faisais juste autre chose. Et je pense que ça, c'est un truc inspirant. Et il y en a encore une fois, tu vois, c'est comme le business, faut juste faire... Pour avoir justement ces expériences, genre, cool et qui paraissent cool, t'en as je ne sais combien, tu vois, qui ont été nuls derrière, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai, t'as des mauvais trucs, genre des mauvais bads, où genre tu te dis, pourquoi j'ai fait ça, tu vois. Et tu regrettes Ouais, du coup, j'ai pas mal voyagé, j'ai notamment voyagé en Colombie. Et où on est parti, je crois que c'était vers la partie amazonienne de la Colombie. Pas du tout prévu, au final tu subis ton voyage, 9 heures de bus, tu sues, tout ce que tu veux, tu vois. Et en fait c'est pour ça, tu sais, t'en as plein qui sont assez nuls, tu vois, derrière pour... Ah, mais au final, est-ce que ça reste des bons souvenirs, tu vois? Ouais, parce qu'encore une fois, t'as toujours quelque chose à apprendre, en fait. Même si c'est... Ouais, je trouve que c'est ça, la morale, tu vois. Parce que même si sur le moment, tu subis un peu le truc, tu vois, ça, c'est un truc que j'aime bien dire. C'est quand il y a un truc nul qui se passe, je me dis, ok, ça fera des anecdotes, tu vois. Et je trouve que c'est un trop bon mindset dans le sens où, en fait, quand tu vis le moment présent, ok, c'est nul, mais du coup, je préfère me projeter sur le futur quand j'en parlerai à mes potes et que je le raconterai en mode ouais, c'était une dinguerie, tellement c'était horrible. Une bonne histoire, quand même. Ouais, voilà. Et au final, le bon moment, tu le passes avec tes potes quand tu le racontes, tu vois. Donc, au final, c'est toujours un bon moment, même encore quand une c'est fois, de la merde. C'est que tu peux prendre de l'épaisseur dans le bon comme dans le mauvais, tu vois. C'est ouf. Putain, et ce road trip là dans l'Amazonie, c'était dans la jungle, genre, t'avais fait ou c'était... On s'était approché, au final, on n'est pas allé jusqu'au bout, tu vois. Ouais. Ah, parce que vous subissiez trop déjà. Ouais, on est revenu au bout de 3 jours. En fait, on voulait aller vers, je crois que ça s'appelle Leticia, la ville. Ouais, c'est la ville où t'as 3 frontières, enfin Brésil, Colombie, Venezuela, je crois. Et bon, bref. Mais ouais, du coup, on a rebroussé chemin. Enfin, moi, j'ai dit, c'est fini, tu vois, j'arrête. Mais parce que trop de chaleur, ou c'est qu'il y avait des maladies ou des trucs comme ça? Parce que des fois, parce que j'aime bien l'aventure, tu vois, mais genre au moins avoir un minimum de plantes, c'est de dire, ok, vas-y, même si on fait un tri. Moi, tu me dis, on marche 50 km, mais au moins le soir, t'as un endroit où dormir et un peu de confort, tu vois, un peu de structure et tout. Là, c'était vraiment. Il y avait rien, tu vois. Puis bon, la Colombie, c'est pas non plus c'est safe, mais c'est pas non plus, tu sais jamais trop sur quoi. Ouais, l'Amérique latine en général, c'est vrai que tu peux avoir des surprises. Ça, c'est comme Mike Horn, là. Tu vois Mike Horn, l'explorateur. Ouais. Il avait, ouais, c'est ça. Enfin, il vit en Suisse maintenant, mais il est d'Amérique du Sud, lui, en vrai. D'Afrique du Sud, pardon. Et bref, il avait traversé la Colombie et il explique que, traversé l'Amazonie, pardon. Et il explique qu'en traversant, il était tombé sur un camp de revendeurs de drogue, tu vois. Ouais. Mais genre au hasard, même pas calculé, et il a été pris en otage pendant 3 jours et tout, parce qu'il croyait que c'était un espion et ils arrivaient pas à le croire que c'était un explorateur. Genre il lui disait, mais comment ça tu te balades sur un petit bateau, sur son truc? Ouais, c'est ça, c'est sur le speedboat là. Ouais. Et il lui disait, mais pourquoi? Non, on te croit pas, tu fais pas ça pour le plaisir, c'est pas possible, tu vois. Il lui disait, non, ça n'existe pas les gens comme ça. Et lui disait, si. Et au bout d'un moment, ils l'ont relâché et ils lui ont dit, bah, on te fait partir, mais si tu reviens, tu meurs. Donc, cool quand même, tu vois. Il s'en est bien sorti, il est mais pas passé loin. Il est pas passé loin, tu vois. Mais c'est grave ce genre d'histoire, à mon avis, il a pas passé des bons moments sur le moment, mais quand il en parle, tu vois, ça marque des gens. Mais tu vois, c'est parfaitement l'exemple de ce qu'on racontait là quelques dernières minutes. C'est genre, tu fais plein de trucs, tu vois. Tu testes plein de trucs, genre, et ce mec-là, au final, que ce soit bon ou mauvais, genre les histoires qu'il a racontées, je pense, tu fais un TSD avec lui, tout sera dit.
5 heures, ça suffit pas. Ah non, mais mec. Ah, parce qu'en plus, je suis vraiment fan. Tu sais, il sort des films d'exploration, genre tu sais, Latitude Zéro, où il fait le tour du monde sur la Latitude Zéro. C'est que des trucs de fou comme ça, alors que le mec, en vrai, il commence à être vieux un peu, tu vois. Ouais. Et c'est un ouf. Ouais, vraiment, il m'impressionne, ce gars. Tu vois. Et je trouve que c'est un bon exemple pour refaire le lien avec l'entrepreneuriat. Tu vois, c'est de tester les petites opportunités que tu vois à droite, à gauche. Bon. Il y a des opportunités où tu sens que ça pue, donc vas-y pas, tu vois, faut pas non plus tester 100%. Mais ouais, juste, tu vois, foutre l'orteil dans l'eau, savoir comment c'est. Après, t'y vas pas, mais au moins juste avoir cette ouverture d'esprit, je trouve que c'est important, tu vois. Ouais. Non, et je pense que cette mentale-là, de One Life, mais d'expérience de vie, ça fait que derrière, dans le business, t'es aussi un peu comme ça, tu vois. Genre, c'est possible. C'est de la prise de risque, enfin un risque plus ou moins calculé, tu vois. Mais au moins savoir cette mentalité, genre de tester, ils appellent ça en anglais dans les Silicon Valley, genre build, tu vois. Tu build, tu découvres, tu testes des trucs. Build, genre parier, genre. Non, build, construire. Ah, build, ok, ouais. C'est en mode, c'est en testant qu'après tu peux construire, c'est tu testes. Est-ce que ça te va, est-ce que tu prends, est-ce que tu prends pas, et en fait t'ajoutes des petites briques petit à petit, de l'épaisseur, quoi. Encore une fois, les fameux. Ah ouais, non, ça s'applique. En fait, c'est juste une mentalité à avoir de pas se fermer des portes, tu vois. Ouais, je suis d'accord, ça c'est clair. Est-ce que ton expérience dans la Silicon Valley, ça t'a donné du réseau spécial? Est-ce que tu le conseilles ou... Ouais, bah moi en fait je suis arrivé là-bas, tu vois, j'avais vu la Silicon Valley dans les films, tu sais, dans les articles, et je pensais que c'était un peu comme les films américains, genre tu sais, très surcoté, c'est un peu comme dans les films, genre tu surjoues certains aspects, etc. Ah ouais, j'imagine ça comme ça. Et en fait je suis arrivé là-bas et c'était tout l'inverse, très très sous-coté, genre tous les clichés que t'as à la Silicon Valley, genre tu peux les quintupler x10, x15, genre c'est vraiment un écosystème qui marche par lui-même, tu sais. Ah ouais, ouais. C'est au niveau des capitaux qui circulent là-bas, au niveau de la qualité des gens, tu vois. Je me considère pas comme un génie, mais genre les mecs qui viennent vraiment là-bas pour travailler, c'est que des monstres dans leur domaine. Et en fait, comme tout est concentré dans une zone de 50 km², genre ça te fait une espèce de nébuleuse, tu vois, qui est un peu déconnectée du monde, tu vois. Et c'est pour ça, j'avais parlé avec des gens, si tu passes trop d'années dans la Silicon Valley, t'as du mal en fait à revenir dans d'autres endroits parce que c'est tellement... Ouais, c'est vraiment déconnecté. Ah ouais, à ce point. Ouais. Et du coup, pour te répondre à ta question, c'est vu que tout est concentré, genre au niveau du réseau, t'as vite fait de rencontrer du beau monde, tu vois. Ouais, bah normal. Ouais, c'est un peu comme un Dubaï x10, ça se trouve. Enfin, je sais pas en comparaison, mais tu sais, quand tu vas à Dubaï, vu que tout le monde est là pour le business, tu rencontres forcément des gens pour le business, quoi. Ah ouais, en fait, c'est condensé, quoi. C'est condensé et ce que j'aime bien là-bas, Dubaï, c'est t'as plein de codes, c'est assez vertical, c'est les plus riches en haut, un peu moins riches, etc. Et la mentalité là-bas, bah, c'est un peu la capitale du wokisme, tu vois, San Francisco aussi, donc tout le monde est un peu les mêmes droits égaux et tout. Okay. Et là-bas, en fait, tu peux parler à un mec qui est bah, moi, j'avais parlé au fondateur d'Oculus. Ok. De Meta. Et qui a été racheté par Meta, et les mecs ils sont hyper accessibles, tu vois, petit jean, petite chemise, running, enfin les mecs tu peux accéder à pas mal de gens comme ça. Ok. Ah ouais, ça c'est fou par contre, je pensais pas, moi je pensais que c'était justement l'inverse, où les mecs qui étaient un peu hauts tu les voyais jamais, tu vois. Non, bah en fait tout le monde va dans les mêmes événements, dans les mêmes réseaux, tu vois, c'est très rapide, et là-bas ils ne jugent pas par forcément ta richesse ou ils jugent en fait par la qualité de la personne, tu vois. Si pendant une discussion genre tu vas apporter de la valeur, tu vas montrer que tu es motivé, etc., encore une fois le mindset, genre directement la personne elle va ils vont kiffer, quoi. Ah c'est fou, c'est plus agréable. Ah, tu vois, je m'étais fait une grave moins bonne impression parce que pour avoir travaillé avec des Américains, tu vois, ça me saoulait un peu leur comportement de hyper politesse, genre tu vois, par mail ils t'écrivent 3 lignes pour te demander si ton week-end va bien, tu vois. Même pas, tu vois. Ouais, tu vois. Et bah moi j'étais resté bloqué là-dessus et je m'étais dit en fait, tu sais, à toujours te dire oh amazing pour tout ce que tu fais, alors que gros tu sais mec, je viens de ranger mon cahier dans mon sac, arrête, tu vois, genre j'ai rien fait de fou. Non mais et ça m'avait grave saoulé, mais par contre du coup de ce que tu me dis c'est un peu le contraire de ça en fait. Ouais, c'est le contraire, c'est encore une fois, c'est pour ça que c'est un peu une nébuleuse, c'est vraiment coupé, tu sais, t'as la mentalité, t'as la manière de fonctionner genre de la Silicon, t'as même des lois qui s'appliquent qu'à la Silicon Valley. Ah ouais. Ah putain c'est fou. Et ou à la Californie, mais ouais, c'est très, il y a pas beaucoup de barrières, tu vois. Je vais prendre un billet très très vite là. Allez, surtout en plus, enfin vous avec l'agence dans le secteur où vous êtes, c'est cadeau, tu vois. Ouais, bah on
pense à aller aux États-Unis, tu vois, mais on savait pas trop par où commencer parce que c'est hyper vaste les États-Unis en vrai. Si tu veux faire du réseau, mais c'est vrai que la Silicon Valley, on n'avait pas forcément pensé tout de suite parce qu'au final, tu penses pas directement en fait. Tu te dis vas-y, je vais monter mon truc, je vais aller à New York, tu vois. C'est connu sans être connu, tu vois. Tout le monde connaît la Silicon Valley, mais tu connais pas forcément quelqu'un qui y est allé ou alors comment ça se passe en interne, tu vois. Ouais, bah là, t'es en train de me motiver fort là. Donc, à voir bientôt TSD à Silicon Valley. En vrai, ça serait marrant. Là, dans la tour Salesforce, dernier étage. De ouf. Non, mais on te fera un shout-out si jamais on fait ça. Mais ok, incroyable. Est-ce que après ça, direct après la Silicon Valley, t'es revenu en France? Ou t'as fait d'autres trucs? J'ai voyagé. Moi, j'avais 2 voyages de rêve. Enfin, un voyage de rêve que je voulais faire depuis tout petit, c'était Tahiti. Du coup, je me suis dit, ok, je me fais un break. Et après, je me mets une autoroute. Je m'enferme en Normandie et je monte ma boîte, tu vois. Putain, c'est marrant parce qu'on a voulu faire ça aussi avec Quentin. Avant de monter la boîte, on s'est dit, vas-y, on se prend 2 semaines en Thaïlande, tu vois. Et mon passeport, il est pas passé. On n'a pas été en Thaïlande. Et du coup, on a monté la boîte direct. Ouais. Direct au charbon. Y a pas de... Ouais, vraiment, on avait trop le seum. T'es vraiment juste devant l'avion. Ils m'ont dit, non, c'est fini, tu montes pas, quoi. Ouais, va monter ta boîte, ils m'ont dit. Okay. Voilà. Ok, et après, t'as direct commencé. Et quand t'as commencé, t'es revenu en France pour commencer ou ou t'aimes bien te mettre ailleurs? Parce qu'en vrai, on peut bosser partout, nous, tu vois. Ouais, de partout, ouais. Bon, après, moi, me connaissant, tu vois, de base, je voulais aller à la capitale, à Paris, du coup. Ouais. Et je me suis dit, moi qui ai une tendance un peu fêtard, je me suis dit, non, si tu veux vraiment... Genre... parce que je savais que le salariat, vraiment, je peux pas, tu vois. Genre, j'aime bien ma liberté, j'aime bien avoir décidé de ce que je fais et tout. Et du coup, je suis revenu chez mes parents. Ok. Je me suis isolé chez mes parents, genre Normandie, petit village, pas de distraction, rien du tout. C'est quoi le village, si tu peux le dire? C'est Sainte-Foy. Si vous avez regardé, c'est un petit village sur la côte normande, je connais pas, 400 habitants, il n'y a même pas de commerce. Ah oui, carrément. Ouais. Ah oui, là, c'était mode ermite, quoi. Ouais, ermite. Et là, je suis toujours, je commence à sortir. L'hibernation. Je commence à sortir. Non, je me suis dit, j'aime pas faire les choses à moitié. Je me suis dit, tu vas là-bas, tu taffes 10 heures par jour, tu construis ton truc. Ouais. Bon, là, on commence à aller voir des clients, tu sais, on commence à caper au-dessus des 10K, genre... aller faire du relationnel, tu vois. Ouais. Un canal d'acquisition sur le relationnel et tout. Du coup, c'est pour ça que je commence à faire le truc. Et toi, tu dis que tu pouvais vraiment pas le salariat. Tu as dit la liberté. Est-ce que c'est une liberté géographique, une liberté d'action, une liberté, c'est quoi c'est tout. C'est liberté géographique, liberté de temps. Tu vois, si j'ai envie d'aller à la salle à 15h dans l'après-midi, je vais pas envoyer un message au N+1 à mon boss qui va me dire ouais, mais non, t'as ça à faire et tout. Je suis malade, je fais une pause, t'es obligé de mytho. Horrible. Ouais. Donc, non, ça me donne de l'urticaire. C'est liberté de temps, liberté tout, quoi. Ok. Décider. Ouais, et même le fait de savoir que tu travailles pas pour toi, quoi. Ouais. Genre, moi, c'est surtout ça, je pense, qui me tue le plus, tu vois. J'en ai parlé, je crois, à Alexis, j'en avais parlé. Et je lui avais dit, vraiment, ça me mettait une boule au ventre de faire un rendez-vous. De donner autant de valeur. Ouais. Ouais, tu vois, de faire un rendez-vous commercial, dire là, ok, je vends, j'ai 10% de com, tu vois. Tu vois, genre un truc comme ça, ou peu importe, ça dépend le secteur. Mais de me dire ça, c'est vraiment un truc qui me brisait, tu vois. Ouais. Et je quittais tous mes tafs au bout d'un moment et j'ai compris que trop tard. Maintenant c'est bon, mais j'ai compris trop tard que c'était ça qui me niquait le moral, tu vois. Ouais. Donc ça fait un peu gros radin qui veut tout pour lui, tu vois, mais en même temps c'est ta valeur, tu vois. C'est ta valeur, c'est un peu de respect pour soi-même et puis de pas avoir de friction pour encore une fois, c'est One Life, genre ça sert à quoi de faire un truc où t'as de la friction, t'es pas content, t'es pas heureux comme tu disais, tu vois. Ouais, exactement. Non, et puis franchement, on passe assez de temps comme ça au taf, tu vois, genre c'est quoi, c'est 1/3, 2/3 de notre vie. Tu vois, pour en plus faire un truc que tu kiffes pas, un truc où tu es obligé de demander si tu as le droit de prendre des vacances à ton maître, tu vois. De vivre tout simplement. Ouais, c'est un peu ça. Donc franchement, je te rejoins totalement, c'est horrible ça. Et ça te pousse même à travailler encore plus, tu vois, je trouve. Encore plus quand tu commences ton quand tu commences l'entrepreneuriat, je trouve. Parce que tu sais, tu as toujours ces expériences-là en mémoire, donc je pense qu'un bon conseil limite, ça serait de dire à quelqu'un de commencer par un taf de merde, tu vois. Genre un taf, quand je dis taf de merde, il y a pas de, tu vois, c'est pas pour dire jugement. Métier, quoi. Ouais, voilà, mais un taf difficile, tu vois, genre aller à l'usine, ramasser des patates, tu vois, des trucs qui te cassent, trucs qui t'apprennent un peu la valeur de l'argent, valeur de. Exactement. Qui te dégoûtent bien du salariat pour. ouais, après t'as plus jamais envie d'y revenir, tu vois. Ouais, non, aussi c'est une bonne motivation par la peur un peu, tu vois. Et même ça s'applique à l'entrepreneuriat, tu vois, quand tu commences l'entrepreneuriat, faut pas que ce soit tout rose, tout machin, c'est bien de commencer par des trucs un peu chiants, tu vois. Ouais. Par exemple, la vente,
Si tu veux être bon, bah, tu commences à faire 100 calls par jour. Tu sais, tu galères pour qu'après que tu puisses apprécier ce que tu as derrière. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et une fois que tu as pris un assez bon level, tu peux passer à genre quelques calls et ça te suffit pour faire ton truc. Et après, faut se mettre d'autres trucs évidemment. Mais ouais, c'est clair. Là, je trouve que c'est trop important parce que tu as plein. Enfin, moi, j'ai plein de potes, c'est qu'on fait des bonnes écoles, pourtant, genre Sciences Po. Ouais. Schema, Berkeley et tout, et ils arrivent, ils grandissent, ils disent ouais mais j'ai envie de faire ça, en fait ils se rendent pas compte que, enfin c'est pas pour paraître bullshit, mais que la vie elle leur glisse entre les doigts, tu vois. Ouais, parce qu'ils ont envie mais ils font pas quoi. Ouais, ils ont envie, ils font pas, puis surtout là on est encore jeune, mais bon tu sais t'arrives, enfin je sais pas quel âge t'as je sais pas, j'ai quel âge 26 Ouais, 25, j'arrive sur 26. Okay. Ouais. Toi, attends, toi, t'as quel âge 27, du coup. Ok, 97. ah ok, mais carrément, je croyais que t'étais plus jeune que moi. Ah ouais, ouais, bah t'as la peau. J'ai la tête de bébé, c'est pas ça. J'ai pas la barbe. Ouais, c'est ça. Ok. Mais ouais, non, puis ils arrivent, tu sais, tu les vois chaque année, puis après t'arrives à la trentaine, mais tu sais, tu commences à avoir des copines. Moi, j'ai des potes, des copines, des enfants. Et tu vois, en fait, ils ont give up parce qu'ils savent qu'ils auront plus soit l'énergie, ils l'ont pas eu avant, donc pourquoi ils l'auraient maintenant. Ouais, c'est ça. Ils ont besoin de leur stabilité parce qu'ils ont un enfant, parce qu'ils ont une meuf et tout. Et c'est là où je trouve que, bah, tu vois, on parlait d'Alexis tout à l'heure. Alexis, il est fort parce que c'est quand il a eu son enfant qu'il s'est dit ok, je deviens entrepreneur. Mais parfois ça peut... il est fou quand même. Mais c'est trop fort. Il a dit que ça lui avait, ça lui lançait la mentale, ça lui avait donné la mentale. Et j'avais vu un truc aussi dont je voulais te parler. C'était un mec qui parlait en fait que aujourd'hui, il y avait une mode sur l'entrepreneuriat un peu. Et qu'on trouvait, c'était parce que tu disais, il faut pas voir que l'entrepreneuriat, c'est tout rose. Et non, parce que c'est un peu l'inverse. Tu vois, t'as surtout beaucoup... En fait, c'est souvent gérer des problèmes ou alors faire des missions un peu chiantes, mais pour un but qui te fait kiffer. En vrai. Je le vois un peu plus comme ça, tu vois. Donc, et il disait, en vrai... Enfin, ce mec-là, je sais plus qui c'est, donc je te dirai pas, mais... Il disait, en gros, avec la mode de l'entrepreneuriat, t'as plein de gens qui se mettent entrepreneurs, mais qui sont pas du tout faits pour ça, ou qui ne se rendent pas du tout compte de ce que c'est, et qui veulent en parler sur les réseaux en disant, oui, voilà, je fais ça, et du coup, il y a plein de gourous de merde et tout. Alors qu'avant, dans le passé, être entrepreneur, ça avait grave une mauvaise image, tu vois. T'avais un peu l'image du dictateur hyper archaïque, qui faisait de la merde. Donc, les mecs qui se lançaient entrepreneurs à ce moment-là, où l'image était dégueulasse, c'était des vrais, tu vois. C'était des vrais entrepreneurs qui savaient pourquoi ils le faisaient. Bah c'est ça, parce que les mecs ils se disaient bah les couilles que les gens ils me prennent pour une grande merde humaine, tu vois. C'est ce que j'ai envie de faire et basta. Ouais, voilà, je veux faire ça, je le fais. Et je trouve que c'est bien de rappeler ça aussi, que en vrai, ça a pas toujours une bonne image et il y a des raisons pour ça, tu vois. Parce que des fois t'as des décisions difficiles, des fois tu dois faire des trucs difficiles, tu vois, mais pour ton objectif qui te fait kiffer, tu vois. Et je trouve que c'est hyper fort à rappeler parce que... non, c'est un bon truc, moi je l'avais vu en Better Call Saul, du coup j'en ai fait un peu plus d'une trentaine. Et il y a plein de mecs qui me disent ouais j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de... Tu sais des trucs un peu... Ouais, ils savent que ça marche encore une fois, mais ils se posent pas la question. Moi je leur disais, pose-toi la question, déjà avant de vouloir faire un business parce que ça marche, genre pose-toi la question, est-ce que tu te projettes tu vois, dans ce business ? Est-ce que tu as un minimum de trucs sur lequel tu peux travailler, tu vois, sur lequel tu peux te lancer et tout. Et ouais, comme tu disais, tu vois, d'avoir une vraie motivation et d'être vraiment... Le business, c'est pas la finalité, en fait, c'est de... Encore une fois, qui tu veux devenir et qu'est-ce que tu veux construire comme vie derrière, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, faut se rappeler que tu le fais pour toi, tu le fais pas pour le regard des autres, tu vois. Genre, parce que c'est plus pour là que je voulais en venir avec cette histoire de mode, tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup qui se mettent entrepreneur parce que c'est stylé, tu vois. Parce que, liberté financière, parce que, machin, mais non. Encore une fois, ils vont se prendre un mur. Mais moi, je l'ai eu, tu vois, quand j'ai commencé, en fait, quand j'ai fait mon agence et que j'avais les études, c'est cool, tu sais. Tu peux dire à tes potes, ouais, j'ai une entreprise, mais t'as toujours les études pour te cacher la réalité que, c'est pas grave, je fais pas tant de milliers d'euros, c'est pas grave, mon business, il marche, j'arrive à dégager un peu d'argent. Quand j'ai fini, il y avait plus les potes, il y avait plus les études, il y avait plus rien, et tu te retrouves tout seul et tu te dis, ok. Là, en fait, tu peux plus le raconter. Du coup, là, tu rentres la traversée du désert. Tu vois. C'est ça. Là, faut charbonner, tu vois. Là, et c'est là où t'en as plein qui abandonnent parce qu'en fait, ils s'excitent plus à dire qu'ils vont être entrepreneurs ou qu'ils vont faire une entreprise, mais la faire réellement. Non, c'est pour ça. Je trouve que c'est un peu à double tranchant. Moi, en fait, je fais partie des gens qui disent qu'il vaut mieux en parler, tu vois, parce que dans le sens où c'est à double tranchant parce que tu peux avoir ce truc-là où tu te fais kiffer à en parler autour de toi. Mais tu as aussi moi, c'est comme ça que je le vis quand j'en parle. Je le dis plus en mode, ok, là, je le dis à un tel. Si ça foire, je vais peut-être passer pour un connard, tu vois. Genre, du coup, je suis plus en mode, au plus de gens je le dis, au plus je vais être motivé pour faire un vrai truc de fou, tu vois. Ouais, en mode je sais pas le mot parce qu'il faut respecter ma parole un peu, tu vois. Je sais pas comment dire. Alors que, tu sais, j'aurais le seum de dire en mode... tu sais, de le faire un peu, je l'ai dit, mais en vrai, c'était pas trop vrai, tu vois. C'est un peu un mensonge et tout. Parce que, à la rigueur, si j'échoue, et parce que j'ai vraiment essayé,
j'aurais pas de mal à dire non plus ouais bon là ça a pas marché, c'est pas grave, j'en sais un autre truc. Puis encore une fois, faire les choses à moitié, tu donnes pas toutes tes chances, tu vois. Ouais, en plus, tu vois, bien sûr. Non, c'est horrible, faut pas faire ça. C'est un bon truc. Moi, je serais plus de la team inverse. J'évite de le dire à trop de monde, tu vois, parce que justement, autant toi, ça te motive, tu vois, par exemple, ça peut te donner une extra motivation de dire tous les jours. Et moi, j'ai pas envie de dealer avec le bullshit des gens, tu vois, parce que parfois aussi, tu peux avoir des retours négatifs, enfin, je sais pas, mais de tes cercles de potes, de savoir que des gens, ils parlent un peu mal sur toi et tout, tu vois. Ah ouais, après, non, mais quand je dis que je le dis, je sélectionne aussi à qui je le dis, tu vois, évidemment. Je le dis que à mes potes proches. La plupart des gens que je connais ne savent pas vraiment ce que je fais en vrai, tu vois. Mais c'est vraiment mon cercle proche qui le sait, et je sais pas, j'ai une sorte de truc de les rendre fiers, tu vois. Genre, et c'est ce truc-là qui pousse un peu, je trouve, cette énergie. Mais ouais, en vrai, je sais pas quoi rajouter de plus sur. Ah oui, c'est ça que je voulais dire sur parce que tu parlais des Better Call Joss. Est-ce que quand là, t'en as eu une trentaine, t'as dit, est-ce que tu pourrais là faire genre, je sais pas, un top 3 des conseils, tu vois, que tu donnes à la majorité des gens, tu vois. Parce que je trouve c'est cool de dire au moins les trois grandes erreurs, tu vois, que t'as vues, ou les 3 gros trucs. C'est vraiment parce que le challenge que tu avais fait, là, j'ai organisé un challenge sur 5 jours. Et la dernière question du challenge, c'est un mec qui m'avait posé cette question. Ah ouais? Ah bah t'es préparé en fait. Ouais, du coup là tout est prêt là. Incroyable. Juste à réciter. Mais du coup, moi le premier truc que j'avais dit, c'était arrêter de vouloir la perfection, tu vois. Parce qu'en fait la perfection, ça te... Et moi, c'est un problème que j'ai eu. Tu vas tout le temps essayer de trouver le truc parfait, la campagne parfaite, le business parfait. Et en fait, tu fais juste que de retarder un peu ton succès ou retarder ta courbe d'apprentissage. Et juste, tu te lances, tu testes. Et moi, c'est que quand j'ai commencé à prendre des murs qu'en fait, tu apprends vraiment et c'est là où tu grandis. Et je sais que c'est pas évident parce qu'au début, tu as envie d'avoir de l'argent rapidement et tout, etc. Mais si tu fais ça, en fait, un beau jour, tu vas te réveiller, tu vas dire, ok, maintenant c'est fini, c'est histoire réglée et tout, etc. Et justement, c'est une fois que tu t'arrêtes d'être perfectionniste, du coup, tu testes des choses. Et ces choses-là, de les faire avec du volume. Parce qu'au moins, ça te permet d'analyser en fait ce que tu fais, ce qui marche et ce qui marche pas. Et du coup, encore une fois, de vraiment apprendre et de grandir, tu vois, de croître. Ouais, générer de la data pour analyser, quoi, en gros. Et même de toi, de prendre plus confiance en toi, etc. Et après, la troisième, je sais plus ce que j'avais dit comme troisième. Mais je pense déjà, c'est ça. Je pense moi, les premiers blocages, c'est de 0 à 2K, tu vois, d'arrêter de faire du perfectionnisme et de faire du volume et derrière de trouver sa voie, tu vois. Parce que, ok, il y a des trucs, il y a des stratégies qui se répètent, etc. dans le business pour croître, pour scaler. Mais il faut vraiment se dire, genre, qu'est-ce qui marche pour moi, tu vois, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et ça commence par, comme je te disais tout à l'heure, de se dire la question, ok, par exemple, j'ai envie de faire une agence de services de marketing de Web3. Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ou est-ce que je le fais parce que j'ai vu que Marius et Quentin, tu vois, ça marchait bien. Ah oui, je vois. Donc, si c'est une bonne idée, Bah, il faut le faire pour soi-même, quoi, dans tous les cas. Faut pas le faire pour les autres. Et ouais, du coup, avant d'apprendre à faire de l'argent, genre de faire un peu d'introspection, moi, c'est ce que je dis dans plein de calls. Fais une liste de tout ce que tu veux faire, de là où tu veux aller, etc. Et après, tu fais une shortlist, une sélection de 2-3 trucs. Et tu bombardes 2, 3, 4, 5, 6 mois dessus, tu vois. Ouais, non, si, carrément. Et puis en plus, après, tu peux le rediviser, tu vois, en niche, tu vois, dans les trucs que tu veux faire pour encore plus préciser, etc. Il y a trop de trucs à faire. Ah, si, je pense que c'est un bon jeu créatif, tu vois, à faire ça. La liste, puis affiner. Ah, c'est une bonne idée. Mais ouais, moi, encore une conseil. fois, moi, je l'ai vu, tu sais, les autres coachs, ils te vendent plein de promesses et tout. Et en fait, eux, à chaque fois, ils me viennent avec des questions. Ouais, Joss, comment je fais pour. Encore une fois, je me considère pas n'importe qui, mais ouais, Joss, comment je fais pour atteindre 5, 6, 10K, etc. Et moi, je leur dis, mais. Vous n'allez pas les faire en fait si vous faites pas les bases et vous vous détachez pas émotionnellement de l'argent et du business. Genre fais des trucs qui marchent pour toi, construis-toi ton écosystème et l'écosystème c'est le business et de construire un réseau autour, tu vois. Et après une fois que tu as ça en place, en fait ta croissance encore une fois elle va se passer sans que tu t'en rendes compte. Ouais, si c'est vrai. Et si ça peut illustrer, moi comme je disais, j'ai commencé en septembre on a fait 0, octobre on a fait 2K. Novembre, on était monté à 9. Décembre, on est redescendu à 3. Et là, d'un seul coup, après, on est parti. En fait, tant que tu te focuses à faire les bonnes choses et qui marchent pour toi, la croissance, elle va venir dans ça marchera. Et que ce soit perso ou dans le business, en fait. Ok, c'est des bons conseils. Et ce truc de se détacher de l'argent, je trouve c'est hyper important aussi, tu vois. Parce que si tu fais de l'argent pour faire de l'argent, tu vas forcément mal le faire, quoi. Tu vas forcément trop courir après les euros. Ouais, quoi. Puis c'est stressant. Puis encore une fois,
Ça rajoute du stress, alors que de base, le business, tu le fais pour kiffer. Non, c'est pas du kiff, parce qu'au début, vraiment, encore une fois, t'as la traversée du désert, le temps que tu te dégages de l'argent. C'est dur, t'es tout seul, et c'est là, en fait, où j'ai proposé mon coaching pour aider à tout ça. Ouais, c'est ça, appelez-le. Ouais, non, c'est dur, mais après, en fait, c'est une machine qui tourne tout seul. Ouais. Ah si, c'est vrai. C'est toujours, mais c'est ça, c'est les premiers instants, de toute façon, les premiers pas, c'est les plus durs, tu vois. Il faut juste y aller en baby step, tu vois. Tu vas petit à petit, tu avances. Ouais. Tu recules un petit coup, tu avances, tu recules. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. Tu vois, t'ajustes, en fait. Tu kiffes dedans, tu te détaches. Ouais, faut aimer le chemin, faut pas aimer l'objectif, tu vois. C'est plus ça, la morale de se détacher de l'argent, tu vois. Parce que au final, l'argent, c'est la finalité un peu de tout le monde. On veut tous de la thune. On fait ça, c'est pour le business. Pour l'argent, oui, tu fais pour l'argent, mais t'essayes toujours d'avoir le meilleur chemin. Tu vois, le chemin le plus agréable pour l'acquérir, en gros, c'est plus ça, tu vois. Donc, le chemin qui te plaît et profiter aussi des difficultés. Et je pense qu'il faut aussi apprendre à aimer les échecs, tu vois. Parce que c'est des trucs où, comme je disais encore, en fait, je reviens sur le truc, c'est des trucs où après tu pourras en parler et c'est marrant, tu vois. Dire, genre quand je parlais de mon premier business que j'avais fait, là, de revente de vêtements en cuir, tu vois. Franchement, limite, j'ai un peu honte maintenant, mais ça me fait toujours rire d'en parler parce que c'est trop nul, tu vois. Ouais, mais de le dire à l'extérieur, t'as honte, mais tu sais qu'au fond de toi, genre, si t'avais pas fait ça... Ouais, ça m'a construit un truc de ouf, tu vois. C'est ça qui m'a mis grave sur le chemin. Ça m'a mis trop sur le chemin. Mais ouais, ce truc-là, c'est toujours petite nostalgie agréable d'en reparler, en plus, tu vois. Donc, même les échecs, au final, ils sont trop cool. Ouais, ça, c'est sûr, ça fait des bons moments de podcast. C'est sûr. Non, mais voilà, je pense, en vrai, on a fait un bon tour du sujet. Tu vois, ça allait vite. Je crois on est dans les 40 minutes là, tu vois. Tu vois, ça va vite. Hein. Ouais, ouais. Du coup, tu te rends pas compte. Ah ouais, non, mais tu vois, mais on a parlé de plein de trucs en fait. On a parlé un peu de tes expériences de vie, ton business. Donc si vous voulez scale, les gars, c'est là-bas qu'on appelle. Guide du scale sur Twitter. Voilà, guide du scale. Ah oui, c'est ça, guide du scale. Joss, guide du scale. Parce que je me souvenais qu'il y avait une phrase derrière Joss, mais j'arrivais plus. Je savais qu'il y avait scale, mais Joss, guide du scale, je mettrai le truc. Et du coup, si on veut faire des Google Ads et Meta Ads, en fait, on peut t'appeler, quoi. Ouais, un peu, vous pouvez, c'est en France, à l'international, on gère tout. Ok. Et vous allez avoir un service de qualité agence pour le prix de freelance. Donc, Allez, putain, ça c'est bien vendu. Incroyable. Ah si, c'est beau. Testé, approuvé. J'ai pas testé, mais j'approuve la personne en tout cas. Mais très très fort. Et souvent la personne, si vous avez la personne, vous avez le business derrière. Donc, c'est vrai, c'est pour ça. Bah, merci en tout cas. Ça m'a fait plaisir en tout cas. C'est un plaisir à refaire quand vous voulez. Ouais, je suis chaud. Bah, tu viendras au Brésil. Il y aura l'autre acolyte aussi. Ouais, carrément. Il faudra qu'on se fasse un truc à 3. Il faudra voir le sujet, mais il y a des trucs à dire. Enfin voilà, merci en tout cas d'avoir écouté jusque-là. Et puis merci à toi, Joss, d'être passé. Merci, Maurice. Ciao tout le monde. Ciao.